Le taxi s'arrête devant le Bristol. Margot Delacroix ajuste sa robe noire, la seule correcte qu'elle possède, et regarde l'entrée dorée du palace parisien. 28 ans aujourd'hui. Sa mère Sylvie a choisi ce lieu pour marquer le coup, comme elle dit toujours. L'intérieur du restaurant brille de mille feux. Margot reconnaît immédiatement le gratin parisien, des visages qu'elle a vus dans les pages économiques des journaux, quelques élus du 16e arrondissement, et bien sûr la famille au grand complet. Son frère Julien, impeccable dans son costume sur mesure, lève son verre de champagne en la voyant arriver. « Ah, voilà notre petite journaliste », lance-t-il avec ce sourire condescendant qu'elle connaît si bien. Margot s'approche de la grande table ronde dressée pour 40 invités. Les conversations s'interrompent progressivement. Elle cherche sa place du regard, mais ne voit que des chaises occupées ou réservées par des petits cartons dorés. « Maman, où est-ce que je m'assois ?» Sylvie Delacroix-Beaumont se lève avec élégance, ses bijoux scintillant sous les lustres. Un silence étrange s'installe dans la salle. Elle sourit, ce sourire glacial que Margot redoute depuis l'enfance. « Ce parquet te va à ravir, ma chérie. » Les mots claquent comme une gifle. 40 paires Dieu la fixe. Quelqu'un ricane. Puis un autre. Bientôt, c'est un concert de rires étouffés qui résonne dans le restaurant huppé. Margot reste figée, debout au milieu de ces gens qui la regardent comme une intruse. Monsieur Beaumont, administrateur de biens immobiliers, chuchote quelque chose à l'oreille de sa femme qui glousse. Madame Rousseau, épouse d'un député, la dévisage avec un mélange de pitié et d'amusement. Même le serveur détourne les yeux, gêné. Margot comprend que ce n'est pas un oubli. C'est calculé. Prémédité. Devant tous ces gens influents du milieu parisien, sa propre mère vient de la rabaisser publiquement. Mais pourquoi? Pourquoi maintenant? Dans le silence qui suit les rires, Margot entend distinctement la conversation de deux hommes en costume. C'est elle qui écrit ces articles sur la gentrification? Oui, paraît qu'elle fouine partout dans nos quartiers. Son sang se glace. Il parle de son travail. De ses enquêtes. Tout s'éclaire soudain, cette humiliation n'est pas gratuite. C'est un avertissement. Sans un mot, Margot tourne les talons. Ses pas résonnent sur le marbre du Bristol tandis qu'elle traverse le hall sous les regards. Dehors, l'air frais de mars la saisit. Elle sort son téléphone et compose le numéro de Lucas. C'est fini, dit-elle simplement quand il décroche. Je ne remettrai plus jamais les pieds chez eux. Dans le restaurant, Sylvie regarde sa fille partir par la baie vitrée. Son sourire s'évanouit. Elle vient peut-être de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Car ce qu'elle ignore, c'est que Margot ne se contentera pas de couper les ponts. Elle va creuser. Et quand une journaliste d'investigation commence à creuser dans sa propre famille? Le lendemain matin, Margot fixe son ordinateur portable dans son petit appartement du 11e. Sur l'écran, les notes de son enquête sur les expulsions mystérieuses du 19e arrondissement. 8 mois de travail. 2 articles déjà publiés sur la gentrification. Et maintenant, une intuition qui la ronge. Pourquoi sa mère connaissait-elle ces sujets d'enquête? Pourquoi cette humiliation devant des professionnels de l'immobilier? Elle ouvre un nouvel onglet étape, Delacroix Patrimoine. L'empire de sa mère s'affiche. 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Des projets dans tout Paris. Et soudain, une adresse qui lui saute aux yeux, plusieurs programmes dans le 19e arrondissement. Exactement là où elle enquête depuis des mois. Margot sent son cœur s'accélérer. Et si? Non, c'est impossible. Sa propre famille ne peut pas être impliquée dans ce qu'elle découvre. Mais le doute est semé. Et une journaliste avec un doute, c'est une journaliste dangereuse. Elle attrape son carnet et note, vérifier tous les projets Delacroix dans le 19e. Croisés avec les expulsions suspectes. Sans le savoir, Margot vient de pointer le projecteur sur sa propre famille. L'humiliation d'hier soir va se transformer en quelque chose de bien plus explosif qu'elle ne l'imagine. 3 jours après l'humiliation. Le téléphone de Margot vibre pour la 15e fois. Encore Julien. Elle rejette l'appel sans même regarder et bloque définitivement le numéro. Puis celui de sa mère. Et de sa tante Béatrice. Un à un,
elle efface sa famille de sa vie numérique. Dans son petit appartement du 11e, Margot étale tous ses documents d'enquête sur sa table de cuisine. 8 mois de travail minutieux sur les expulsions suspectes dans le 19e arrondissement. Ce qui avait commencé comme une investigation sociologique sur la gentrification parisienne prenait désormais une tournure très personnelle. Elle relit ses notes du restaurant. Cette conversation qu'elle avait saisie, c'est elle qui écrit ses articles sur la gentrification? Comment ces hommes connaissaient-ils son travail? Ces articles pour Mediapart touchaient principalement un public militant et associatif, pas le gratin immobilier parisien. Son ordinateur portable affiche les résultats de sa recherche nocturne. Delacroix Patrimoine possède effectivement plusieurs projets dans le 19e, résidence Les Jardins d'Amélie, complexe Belleville Prestige, loft du canal Saint-Martin. Tous dans les quartiers qu'elle étudie depuis des mois. Coïncidence, se répète-t-elle. Mais le journalisme lui a appris qu'il n'y a jamais de coïncidence. Son téléphone sonne. Lucas. La seule personne qu'elle supporte encore. Comment tu vas? Sa voix douce contraste avec la froideur familiale des derniers jours. Je crois que j'ai ouvert une boîte de Pandore, répond Margot en fixant les documents étalés devant elle. Lucas arrive 1 heure plus tard avec des croissants et son appareil photo. Photographe documentaire depuis 6 ans, il connaît Margot par leur collaboration régulière. Ces clichés accompagnent souvent ses articles, donnant un visage humain aux statistiques sociales. Montre-moi ce que tu as trouvé. Margot lui explique les connexions troublantes entre l'entreprise familiale et ses zones d'enquête. Lucas l'écoute en silence, hochant parfois la tête. Il a photographié des expulsions dans ces mêmes quartiers. Il a vu les larmes des familles chassées de leur logement. Tu penses vraiment que ta mère pourrait être impliquée? Je ne sais pas. Mais je vais le découvrir. Dans leur petit salon transformé en bureau d'investigation, ils établissent un plan méthodique. Lucas sortira photographier les chantiers de la Croix pendant que Margot épluche les documents administratifs. Ils se retrouveront chaque soir pour faire le point. Cette collaboration professionnelle masque autre chose. Depuis 2 ans qu'ils travaillent ensemble, une complicité s'est installée. Lucas admire l'obstination de Margot, sa capacité à donner voix aux oubliés. Elle apprécie sa sensibilité artistique, sa façon de saisir l'émotion brute dans ses photographies. Mais aujourd'hui, c'est différent. Margot est vulnérable, blessée par sa famille. Lucas devient son unique point d'ancrage dans cette tempête personnelle qui commence. Le soir même, Margot reçoit un email surprenant. L'expéditeur s'affiche comme un ami. Le message est bref: si vous enquêtez sur l'immobilier parisien, regardez du côté des SCI luxembourgeoises. Vous pourriez être surprise. Pas de signature. Adresse email jetable. Quelqu'un sait qu'elle creuse et veut l'aider. Ou la piéger. Elle montre le message à Lucas qui fronce les sourcils. C'est peut-être un concurrent de ta mère qui veut lui nuire? Ou quelqu'un qui a des informations importantes. Margot ouvre un nouvel onglet et commence ses recherches sur les SCI luxembourgeoises. Les sociétés civiles immobilières permettent d'acheter des biens immobiliers tout en masquant l'identité des vrais propriétaires. Un paradis fiscal à 2 heures de Paris. 3 heures plus tard, elle découvre que 12 SCI différentes ont racheté les bâtiments dont les occupants ont été expulsés. 12 noms différents, mais toutes domiciliées à la même adresse à Luxembourgville. Plus troublant encore, toutes ces acquisitions ont été légalisées par le même cabinet d'avocats parisien. Delacroix et Associés. Le cabinet de son frère Julien. Margot sent ses mains trembler. Sa famille n'est pas juste proche de cette affaire. Elle en est peut-être le cœur. Dans son lit cette nuit-là, elle repense à son enfance dorée dans le 16e arrondissement. Les vacances à Deauville, l'école privée, l'appartement de 200 mètres carrés avec vue sur les jardins du Trocadéro. Tout cet argent, cette réussite familiale. D'où venait-il vraiment? Pour la première fois depuis l'humiliation du Bristol, Margot sourit. Sa mère a voulu la faire taire par la honte. Elle vient de lui donner la motivation ultime pour continuer. Le soleil se lève à peine quand Margot pousse la porte de la mairie du 19e arrondissement. Armée de son carnet et de sa carte de presse, elle a rendez-vous avec Madame Petit, responsable de l'urbanisme. Une femme sèche d'une 50aine d'années qui manipule les dossiers avec la précision d'un chirurgien.
Vous vous intéressez au permis de construire? Demande Madame Petit en sortant une pile de classeurs poussiéreux. Aux démolitions plutôt. Et aux expertises d'insalubrité. Pendant 3 heures, Margot épluche les documents officiels. Un schéma troublant se dessine. Depuis 2 ans, 15 bâtiments ont été déclarés insalubres dans le quartier Belleville. 15 expertises signées par le même bureau d'études, Diagnostic Plus. 15 familles expulsées en urgence pour danger imminent. Ce qui frappe Margot, c'est la rapidité du processus. Entre l'expertise d'insalubrité et la vente du bien, il ne s'écoule jamais plus de 3 mois. Comme si tout était organisé d'avance. Merci pour votre aide, dit-elle à Madame Petit en notant l'adresse de Diagnostic Plus. Dans le métro qui la ramène vers son appartement, Margot reçoit un appel de Lucas. J'ai du nouveau. Retrouve-moi place de la République. Il l'attend près de la statue, son appareil photo en bandoulière et une expression grave sur le visage. Sans un mot, il lui montre l'écran de son appareil. Les photos qu'il a prises ce matin devant les chantiers de la Croix. Regarde bien les panneaux de chantier. Margot se penche. Sur chaque panneau, outre le logo de la Croix Patrimoine, figure une mention en petit, expertise technique, Diagnostic Plus. Son sang se glace. Le même bureau d'études qui signe toutes les expertises d'insalubrité travaille exclusivement pour l'entreprise de sa mère. La coïncidence devient impossible. Il y a plus, continue Lucas en faisant défiler ses photos. J'ai parlé avec Monsieur Ben Ali, un des expulsés. Il m'a raconté quelque chose d'étrange. Margot l'écoute, le cœur battant. Monsieur Ben Ali vit depuis 30 ans dans le même appartement rue de Belleville. Un logement certes ancien, mais parfaitement habitable. Un matin de janvier, des experts sont venus. 3 heures plus tard, son appartement était déclaré dangereux. 3 jours après, il recevait l'ordre d'expulsion. Le plus bizarre, poursuit Lucas, c'est qu'il a vu les mêmes experts dans l'immeuble d'Aix en grave côté la semaine suivante. Puis dans celui d'en face. Margot comprend l'énormité de ce qu'il découvre. Ce n'est pas de la spéculation immobilière classique. C'est un système organisé pour chasser les habitants et s'emparer de leur logement à prix dérisoire. De retour chez elle, Margot se connecte sur les bases de données publiques. Elle tape « Diagnostic Plus » dans le registre des entreprises. L'écran affiche les résultats, société créée en 2022, capital social de 50 000 €, un seul actionnaire. Patrick Moreau, 45 ans, expert immobilier. Elle creuse davantage. Patrick Moreau a créé son entreprise juste après avoir quitté son poste chez Delacroix Patrimoine. Ancien chef du service technique de l'entreprise familiale. Les pièces du puzzle s'assemblent. Sa mère a probablement aidé un ancien employé à créer sa propre société d'expertise. En échange, il signe les diagnostics nécessaires pour justifier les expulsions. Un système parfaitement huilé et parfaitement illégal. Margot sent une boule d'angoisse grossir dans sa poitrine. Elle qui voulait juste écrire sur la gentrification découvre que sa propre famille orchestre des expulsions frauduleuses. Combien de familles ont été chassées? Combien de vies brisées pour enrichir l'empire de la Croix? Son téléphone vibre. Un nouveau message de « Un ami, vous chauffez ». Regardez maintenant du côté de Luxembourgville. Société Patrimoine Développement SA. Vous n'allez pas aimer ce que vous trouverez. Cette fois, le message contient une pièce jointe. Un document scanné en luxembourgeois avec des traductions manuscrites. Margot reconnaît l'écriture soignée de quelqu'un qui maîtrise le droit des sociétés. Le document révèle la structure d'actionnariat de Patrimoine Développement SA, la société qui contrôle les 12 SCI luxembourgeoises. Et au sommet de cette pyramide financière, un nom qui lui serre le cœur, Sylvie Delacroix-Beaumont, 67% des parts. Margot reste figée devant son écran. Sa mère ne se contente pas de promouvoir de l'immobilier de luxe. Elle organise activement l'expulsion de familles modestes pour s'emparer de leur logement. Et son frère Julien légalise tout ce système depuis son cabinet d'avocat. L'humiliation du Bristol prend soudain tout son sens. Sa mère savait qu'elle enquêtait sur la gentrification. Elle a tenté de la briser psychologiquement pour l'empêcher de découvrir la vérité. Mais c'est raté. Margot attrape son téléphone et appelle Lucas. J'ai trouvé.
Ma mère est au centre de tout. Il faut qu'on se voie ce soir, j'ai des preuves. En raccrochant, elle réalise qu'elle vient de franchir un point de non-retour. Elle ne peut plus faire comme si elle ne savait pas. Demain, elle devra choisir entre sa famille et la justice. Lucas arrive avec une bouteille de vin et l'expression de quelqu'un qui s'apprête à assister à une explosion. Dans le petit salon de Margot, les documents s'étalent désormais sur chaque surface disponible. Photos, extraits de registres, organigrammes griffonnés à la main. L'appartement ressemble au bureau d'un détective obsessionnel. « Montre-moi tout », dit-il en s'installant près d'elle sur le canapé. Margot déroule méthodiquement sa découverte. D'abord les SCI luxembourgeoises qui rachètent les appartements des expulsés. Puis Patrimoine Développement SA, la société mère contrôlée à 67% par sa mère. Enfin, le système complet, expertise bidon, expulsion express, rachat à prix dérisoire, transformation en loft de luxe. 347 familles en 3 ans, récite-t-elle d'une voix blanche. 23 millions d'euros de profit. Ma mère a organisé le plus grand détournement immobilier de Paris. Lucas l'écoute sans l'interrompre, but sa concentration sur les détails techniques masque une autre réalité. Il observe Margot qui découvre l'ampleur de la trahison familiale. Ses mains tremblent légèrement quand elle manipule les documents. Sa voix se brise quand elle évoque les familles expulsées. Et ton frère ? Julien a créé toute la structure juridique. Chaque SCI, chaque contrat, chaque montage fiscal. Il a rendu légal ce qui était criminel. Elle lui montre le document le plus accablant, l'organigramme complet du système de la Croix. Une toile d'araignée financière avec sa mère au centre, son frère comme architecte juridique, et Patrick Moreau comme exécutant sur le terrain. Lucas se lève et se dirige vers la fenêtre. Dans la rue, des gens normaux vivent leur vie normale. Ils ne savent pas que quelques étages au-dessus, une jeune femme vient de découvrir que sa famille détruit des vies pour s'enrichir. « Tu as pensé aux conséquences ?» demande-t-il doucement. Margot ne répond pas immédiatement. Elle repense à l'humiliation du Bristol. Maintenant, elle comprend. Sa mère ne l'a pas humiliée par cruauté. Elle l'a fait pour la neutraliser. Sylvie savait que sa fille enquêtait sur la gentrification et risquait de découvrir le système familial. Ce parquet te va à ravir n'était pas une méchanceté gratuite. C'était un avertissement codé, reste à ta place ou je te détruis socialement. Ma mère a essayé de me faire taire par la honte, murmure Margot. Elle a échoué. Lucas revient s'asseoir près d'elle. Pour la première fois depuis qu'ils se connaissent, il prend sa main dans les siennes. Le geste est spontané, protecteur. Margot ne retire pas sa main. Si tu publies ça, tu détruis ta famille. Et si je ne le publie pas, je deviens complice. Il reste silencieux un long moment. Dehors, Paris continue de vivre, indifférent au drame qui se joue dans ce petit appartement du 11e arrondissement. Margot regarde leurs mains entrelacées et réalise que Lucas est en train de devenir bien plus qu'un collaborateur professionnel. Son téléphone vibre. Un appel de sa mère. Margot hésite, puis décroche. « Ma chérie, il faut qu'on parle. » La voix de Sylvie sonne faux, trop douce pour être sincère. Margot active le haut-parleur pour que Lucas entende. « Il n'y a rien à dire, maman. Tu fais erreur. J'ai été dure l'autre soir, je le reconnais. Mais tu ne comprends pas les enjeux. Ce monde est plus compliqué que tes articles idéalistes. » Margot sent la colère monter. Sa mère continue de la prendre pour une enfant naïve. Quels enjeux ? Expulser des familles pour construire des appartements à 8 000 € le mètre carré ? Un silence glacial s'installe. Sylvie vient de comprendre que sa fille sait tout. Où as-tu trouvé ces informations ? Peu importe. La vraie question, c'est, comment tu peux dormir la nuit ? Tu ne sais rien de ce que j'ai construit. De ce que cette famille t'a apporté. Ta belle école, tes études, cet appartement que je paie encore. Cet appartement, je le paie moi-même depuis 2 ans. Et mes études, je les rembourse. Margot, écoute-moi bien. Si tu publies quoi que ce soit sur nos affaires, tu le regretteras. J'ai des amis partout dans ce milieu. Tu ne retrouveras plus jamais de travail dans le journalisme. La menace est claire, directe.
Margot regarde Lucas qui hoche la tête d'un air déterminé. Au revoir, maman. Elle raccroche et se tourne vers Lucas. Elle vient de confirmer tout ce qu'on a découvert. Et elle vient de me menacer. Lucas resserre sa main autour de la sienne. Alors on va lui montrer qu'elle s'est trompée de fille. Cette nuit-là, Margot ne dort pas. Elle fixe le plafond en repensant à son enfance. Les vacances luxueuses, les cadeaux coûteux, l'appartement somptueux du 16e. Tout cet argent provenait de familles chassées de chez elle. Elle a grandi dans le luxe construit sur la misère des autres. Mais demain, elle commence à réparer. Demain, elle devient la journaliste que sa mère redoute le plus, celle qui n'a plus rien à perdre. Margot se réveille avec une migraine terrible. 3 semaines se sont écoulées depuis sa découverte, et elle n'a pas publié une ligne. Chaque matin, elle ouvre son ordinateur avec la ferme intention d'écrire l'article qui détruira sa famille. Chaque soir, elle referme l'écran sans avoir tapé un mot. Lucas la trouve devant sa tasse de café froid, les yeux cernés, fixant les documents étalés pour la 100e fois. « Tu as mangé hier ?» demande-t-il en posant des croissants sur la table. Elle secoue la tête. Depuis la conversation téléphonique avec sa mère, Margot s'enfonce dans une spirale d'angoisse. Elle a pris rendez-vous avec un psychologue, Dr Lemoine, recommandé par sa mutuelle. 80 € la séance, remboursée à 70%. Je ne sais plus quoi faire, avoue-t-elle. Si je publie, je détruis des gens que j'ai aimés. Si je ne publie pas, je laisse continuer des injustices terribles. Lucas s'assoit en face d'elle. Ces dernières semaines, il a vu Margot se transformer. La journaliste combative s'est muée en femme tourmentée, rongée par un dilemme impossible. Mais il a aussi découvert sa vulnérabilité, sa profonde humanité. Ses sentiments pour elle ne sont plus professionnels depuis longtemps. Le téléphone de Margot vibre. Un numéro inconnu. Mademoiselle Delacroix ? Ici Maître Bertrand, cabinet d'avocat. Votre mère souhaiterait vous rencontrer. Dans un cadre officiel. Margot raccroche, le cœur battant. Sa famille passe à l'offensive. Dans l'après-midi, des événements étranges commencent. Sa boîte aux lettres est vandalisée, les serrures encollées. Monsieur Roussel, son propriétaire, reçoit un appel anonyme suggérant qu'elle pourrait être une locataire problématique. Rien de violent, rien d'illégal. Juste assez pour lui rappeler qu'elle dérange. Ils essaient de te faire peur, constate Lucas en examinant la serrure. Ça marche. Ce soir-là, ils installent ensemble une caméra de sécurité dans l'entrée de l'immeuble. 250 € qu'ils partagent. Un geste pratique qui scelle quelque chose entre eux. Ils ne sont plus juste collaborateurs, ni même amis. Ils forment une équipe face à l'adversité. Alors qu'ils testent la caméra, Lucas prend la main de Margot. Tu n'es pas seule. Pour la première fois depuis des semaines, elle sourit vraiment. Dans ce couloir sombre de son immeuble du 11e, avec cette caméra artisanale et ce garçon qui la soutient envers et contre tout, Margot réalise qu'elle a trouvé sa vraie famille. Le lendemain, elle reçoit la visite d'Emma Moreau, sa collègue de Mediapart. Une femme énergique de 40 ans qui a couvert les plus gros scandales politiques français. Tu disparais depuis un mois. Qu'est-ce qui se passe ? Margot lui explique tout. L'humiliation, la découverte, le dilemme. Emma l'écoute en prenant des notes, hochant parfois la tête avec gravité. Tu réalises que c'est énorme ? Si tu publies ça, tous les médias vont reprendre. Ta mère va devenir l'exemple parfait de la corruption immobilière parisienne. C'est bien le problème. Non, Margot. Le problème, c'est les 347 familles expulsées. Le problème, c'est que ça continue en ce moment même. Pendant qu'on parle, d'autres gens perdent leur logement. Emma sort son téléphone et montre des photos récentes. Hier, rue des Pyrénées. Une famille sénégalaise, 4 enfants. Expulsés pour insalubrité. L'expert ? Diagnostic Plus. Le repreneur du bien ? Une SCI luxembourgeoise. Margot sent quelque chose se briser en elle. Pendant qu'elle hésite, le système continue de broyer des vies. Mediapart te soutient juridiquement, poursuit Emma.
On a les meilleurs avocats de Paris. Et surtout, on a le devoir d'informer. Cette nuit-là, Margot ne peut pas dormir. Elle sort sur son petit balcon et regarde Paris scintiller dans l'obscurité. Quelque part dans cette ville, des familles tremblent peut-être à l'idée de recevoir une expertise d'insalubrité. D'autres pleurent dans des hôtels sociaux en attendant un relogement qui ne viendra jamais. Lucas la rejoint, lui tend une couverture. À quoi tu penses? À Madame Ben Ali. Elle avait des photos de ses petits-enfants sur tous les murs de son appartement. 30 ans de souvenirs. Maintenant, elle vit dans 15 mètres carrés à Meaux. Tu ne peux pas sauver le passé. Mais tu peux empêcher que ça continue. Margot se tourne vers lui. Dans la pénombre, elle distingue ses traits, ce regard bienveillant qui ne l'a jamais jugée. Spontanément, elle l'embrasse. Un baiser tendre, chargé de tout ce qu'ils ont vécu ensemble ces dernières semaines. Merci d'être là, murmure-t-elle contre ses lèvres. Je ne partirai pas. Le lendemain matin, Margot ouvre son ordinateur et tape les premiers mots de l'article qui va changer sa vie, l'Empire de la Croix, quand le luxe se construit sur les larmes. Enquête sur le plus grand scandale immobilier parisien. Elle sait qu'en écrivant ces lignes, elle renonce définitivement à sa famille de sang. Mais elle vient de trouver autre chose, l'amour d'un homme qui la soutient inconditionnellement et la certitude de faire le bon choix. 2 semaines plus tard, l'appartement de Margot ressemble à un bunker journalistique. Des photos de Lucas tapissent les murs, visage marqué des expulsés, contraste saisissant entre taudis et loft luxueux. Margot écrit 14 heures par jour, s'arrêtant seulement quand Lucas lui apporte à manger et l'oblige à dormir. Cette collaboration intensive a transformé leur relation. Lucas ne dort plus chez lui. Il s'est installé naturellement dans la vie de Margot, apportant ses appareils photos, ses livres, sa présence rassurante. Le matin, elle se réveille contre son épaule. Le soir, ils font le point sur l'enquête en partageant des plats chinois à emporter. Regarde celle-ci, dit Lucas en montrant une photo sur son écran. L'image saisit Margot aux tripes. Madame Karim, 67 ans, assise sur un carton devant ce qui était son logement depuis 40 ans. Derrière elle, un panneau de la Croix Patrimoine annonce la future résidence de luxe, les Jardins de Belleville. Elle m'a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi son appartement était devenu dangereux du jour au lendemain, explique Lucas. Elle y avait élevé ses 5 enfants. Margot tape rageusement sur son clavier. Chaque témoignage renforce sa détermination. Elle n'écrit plus seulement un article, elle donne une voix à tous ces oubliés du système de la Croix. Son téléphone sonne. Julien, son frère. Elle hésite, puis décroche. Margot, il faut qu'on se parle. Tu es en train de commettre une erreur irréparable. L'erreur, c'est ce que vous faites depuis 3 ans. Tu ne comprends rien à l'économie immobilière. Ces quartiers étaient en déshérence. On les a revitalisés. En chassant les habitants qui y vivaient. On a créé de la valeur, des emplois, de la richesse pour Paris. Margot sent la colère monter. Son frère parle comme si les familles expulsées étaient des obstacles au progrès. Et les Karim? Les Ben Ali? Les Touré? Ils comptent pourquoi dans ta belle théorie économique? Un silence. Julien ne s'attendait pas à ce qu'elle connaisse les noms des victimes. Écoute, si c'est une question d'argent. Va te faire foutre, Julien. Elle raccroche en tremblant. Lucas la prend dans ses bras sans rien dire. Il la connaît assez maintenant pour savoir qu'elle a besoin de silence, pas de paroles. Cette nuit-là, ils font l'amour pour la première fois. Pas par passion débridée, mais par besoin de se raccrocher à quelque chose de beau au milieu de cette noirceur familiale. Dans l'intimité de leur étreinte, Margot trouve la force de continuer. « Je t'aime », murmure Lucas contre son cou. « Moi aussi. » Les mots sortent naturellement, comme une évidence née de ces semaines de combats partagés. Le lendemain, Lucas l'emmène rencontrer Monsieur Diagouraga, un menuisier malien de 54 ans. Son atelier de la rue de Belleville a été racheté par une SCI luxembourgeoise après une expertise d'insalubrité express. Aujourd'hui, c'est un loft vendu 650 000 € à un cadre de la finance. J'ai perdu plus que mon travail, explique Monsieur Diagouraga en montrant ses mains abîmées. J'ai perdu ma raison d'être.
J'étais menuisier, maintenant je suis rien. Margot l'écoute, les larmes aux yeux. Cet homme a travaillé 30 ans au même endroit. Il connaissait tous ses voisins, participait à la vie du quartier. Le système de la Croix n'a pas seulement détruit des logements, il a brisé des communautés entières. En rentrant, Lucas développe ses photos du jour tandis que Margot finalise son article. 8000 mots, 47 documents, 23 témoignages. Une bombe journalistique qui va exploser dans 48 heures. Tu as peur ? Demande Lucas en la regardant relire son texte. Terrifié. Mais plus du retour en arrière que de l'avenir. Emma passe dans la soirée pour la relecture finale. Elle parcourt l'article en silence, hochant parfois la tête. Quand elle termine, ses yeux brillent. C'est du grand journalisme, Margot. Ça va faire du bruit. Ma mère va me haïr à vie. Ta mère te haït déjà. Maintenant, elle va juste avoir une bonne raison. Cette nuit-là, Margot dort mal. Dans ses rêves, elle revoit son enfance dorée. Les Noëls fastueux, les vacances à Saint-Tropez, l'appartement du 16e avec vue sur la Tour Eiffel. Tout cet argent provenait des larmes d'autres familles. Au réveil, Lucas lui apporte son café habituel. Ça y est ? Tu es prête ? Margot regarde son article terminé sur l'écran. Demain, il sera publié sur Mediapart. Dans quelques heures, des millions de Français découvriront comment l'Empire de la Croix s'est enrichi. Sa mère verra son nom associé au plus grand scandale immobilier parisien. Je sais maintenant ce que signifie le courage, dit-elle en serrant la main de Lucas. Ce n'est pas l'absence de peur. C'est faire ce qui est juste malgré la peur. Lucas l'embrasse tendrement. Alors tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Dans quelques heures, sa vie d'avant n'existera plus. Mais Margot a trouvé quelque chose de plus précieux que l'argent familial, un amour sincère et la certitude d'avoir choisi le bon camp. Celui de la justice. 22 novembre 2024, 6h30. Margot se réveille avec l'estomac noué. Dans 2 heures, son article sera publié sur Mediapart. Elle regarde Lucas dormir à côté d'elle et se demande si elle sera la même personne ce soir. Dans quelques heures, elle aura détruit sa propre famille. Son téléphone vibre. Emma, déjà debout. L'article est en ligne. Prépare-toi, ça va exploser. Margot ouvre Mediapart sur son téléphone. Le titre s'affiche en une, l'Empire de la Croix, comment une dynastie parisienne prospère sur la misère. Ces mots, ces découvertes, son travail de 8 mois étalé pour des millions de lecteurs. Lucas se réveille et la trouve devant son écran, pétrifié. Comment tu te sens ? Comme quelqu'un qui vient de lancer une grenade. Ils s'habillent en silence et partent vers les bureaux de Mediapart. Dans le métro, Margot évite les regards. Elle a l'impression que tout le monde sait déjà qui elle est, ce qu'elle vient de faire. À la rédaction, l'effervescence est palpable. L'article fait déjà le tour des réseaux sociaux. Les premières réactions tombent, indignation, colère, demande d'enquête parlementaire. Le téléphone d'Emma sonne en permanence. France Inter, Europe 1, BFM TV. Tout le monde veut interviewer Margot. Pas aujourd'hui, tranche Emma. Laissons l'article faire son effet. À 8h15 précise, toute l'équipe se rassemble devant l'écran de télévision. France 2, émission Télématin. Sylvie Delacroix-Beaumont est invitée pour présenter les résultats exceptionnels de son entreprise et parler de développement urbain responsable. Une interview programmée bien avant le scandale. Margot retient son souffle. Sa mère apparaît à l'écran, impeccable dans son tailleur Chanel, sourire commercial parfait. Elle ne sait pas encore. Damien Thévenot mène l'interview avec bienveillance, évoquant le succès de Delacroix Patrimoine, l'innovation architecturale, la transformation de Paris. Vous êtes une inspiration pour les femmes entrepreneurs, dit le présentateur. Sylvie rayonne. C'est exactement l'image qu'elle voulait donner, la femme d'affaires brillante qui réussit dans un monde d'hommes. 8h47, Margot voit Damien Thévenot porter la main à son oreillette. Il reçoit une information de sa régie. Son expression change imperceptiblement. Madame Delacroix, je viens d'apprendre qu'un article de Mediapart vous accuse ce matin de corruption et d'expulsion illégale de familles parisiennes.
Qu'avez-vous à répondre? Le sourire de Sylvie se fige. Pendant 3 secondes interminables, elle reste muette. Ses yeux cherchent quelque chose hors champ, comme un animal pris au piège. 2,3 millions de téléspectateurs assistent à son effondrement en direct. Il doit y avoir une erreur. Nous respectons scrupuleusement la réglementation. Sa voix tremble. Le masque de la femme d'affaires assurée s'effrite en temps réel. Elle balbutie des explications confuses, évoque des procédures normales, des expertises légales. Mais le mal est fait. Son visage décomposé restera dans toutes les mémoires. Dans la salle de rédaction, c'est l'explosion. Les journalistes applaudissent, et ma sœur Margot dans ses bras. Lucas filme la scène avec son appareil photo. L'histoire en train de se faire. Margot, elle, ne ressent rien. Ni joie, ni tristesse. Juste un vide immense. Elle vient de voir sa mère s'effondrer devant la France entière. En quelques heures, l'affaire explose sur tous les médias. Les chaînes d'information reprennent l'article en boucle. #affaire Delacroix devient trending topic sur Twitter. Les associations de défense des locataires réclament justice. Des parlementaires exigent une commission d'enquête. À 14 h, Julien tente de joindre sa sœur. Margot regarde le téléphone sonner sans décrocher. Emma lui montre l'écran de son ordinateur. L'action Delacroix Patrimoine s'effondre en bourse, perdant 34% en 6 heures. Tu viens de détruire un empire, constate Lucas. Non. J'ai révélé qu'il était déjà pourri. Le soir, il rentre chez Margot épuisé. L'appartement semble étrangement silencieux après cette journée d'ouragan médiatique. Lucas commande des sushis pendant que Margot consulte les premières réactions en ligne. Les témoignages affluent. D'autres victimes d'expulsions suspectes se manifestent. Des journalistes enquêtent déjà sur des cas similaires dans d'autres villes. Son article a ouvert les vannes. Tu regrettes? Demande Lucas en la regardant lire les commentaires. Margot réfléchit. Dans quelques jours, sa mère sera probablement en garde à vue. Son frère risque la radiation du barreau. L'empire familial s'effondrera. Elle ne pourra plus jamais rentrer chez elle comme avant. Non, répond-elle finalement. Pour la première fois depuis des mois, je dors tranquille. Lucas s'assoit près d'elle sur le canapé et l'attire contre lui. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il arrive, on l'affrontera ensemble. Cette nuit-là, Paris découvre l'ampleur du scandale Delacroix. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, dans les conversations. Une journaliste de 28 ans vient de faire tomber l'une des dynasties immobilières les plus puissantes de France. Et cette journaliste, c'est sa propre fille. Demain, les enquêteurs se mettront au travail. Les avocats se mobiliseront. La justice suivra son cours. Mais ce soir, Margot Delacroix dort paisiblement dans les bras de l'homme qu'elle aime, libérée du poids du silence. 15 juin 2025. 15 mois après l'humiliation du Bristol. Margot se réveille dans son nouveau petit appartement du 13e arrondissement, baigné de soleil matinal. Lucas dort encore, un bras protecteur autour de sa taille. Par la fenêtre, elle aperçoit les toits de Paris qui brillent sous un ciel dégagé. Sur sa table de nuit, le prix Albert Londres 2025 scintille discrètement. Pour son enquête exceptionnelle sur la corruption immobilière parisienne, peut-on lire sur la plaque dorée. Un mois après cette soirée de mai où, tremblante d'émotion, elle avait reçu la plus haute distinction du journalisme français. Son téléphone affiche 3 messages. Le premier de son éditeur du Seuil, le parquet de la vérité, s'est vendu à 47 000 exemplaires en 2 mois. Un succès inespéré pour un essai journalistique. Le second Emma, rendez-vous à 14 h pour l'interview avec France Inter. Le troisième l'a fait sourire, bon anniversaire, ma guerrière, signé Lucas. Dans la cuisine, Lucas prépare le petit déjeuner. Pancakes maison, café équitable, jus d'orange pressé. Ces petits rituels du bonheur quotidien qu'elle chérit depuis qu'ils vivent ensemble. Leur crédit immobilier de 25 ans représente 1 850 € par mois, mais cet appartement leur appartient. Pas d'argent sale, pas de honte. Juste leurs salaires honnêtes et leur amour. Prête pour la journée? Demande Lucas en l'embrassant. Plus que jamais.
Aujourd'hui, Margot inaugure l'exposition photo « Visage de l'expulsion » à la mairie du 19e. 23 portraits saisissants de Lucas accompagnés de ses textes. Ensemble, ils ont transformé leur enquête en œuvre artistique et sociale. L'exposition attire une foule dense. Madame Ben Ali est là, souriante, tenant la main de son petit-fils de 8 ans. Grâce aux indemnisations obtenues après la condamnation de la Croix, elle a pu acheter un petit 2 pièces à Montreuil. Pas Paris, mais c'est chez moi, dit-elle en serrant Margot dans ses bras. Monsieur Diagouraga a rouvert un atelier de menuiserie à Aubervilliers. Je fabrique de nouveau des meubles, confie-t-il avec fierté. Mes mains ont retrouvé leur utilité. Ces retrouvailles émeuvent Margot plus que tous les prix. Son article n'a pas seulement détruit un système corrompu. Il a permis à des dizaines de familles de retrouver dignité et espoir. En fin d'après-midi, Lucas et elle se rendent à Fleury-Mérogis. Tous les 3 mois, Margot rend visite à sa mère. Rituel douloureux mais nécessaire. Sylvie a maigri. Ses cheveux grisonnent, son teint s'éternit. 4 ans de prison ferme pour corruption et abus de biens sociaux. L'ancienne reine de l'immobilier parisien porte désormais l'uniforme pénitentiaire. « Comment tu vas, maman ? » « Ça va. » La voix de Sylvie a perdu son assurance d'autrefois. « J'ai lu ton livre. C'est bien écrit. » Un compliment qui sonne comme un aveu. Pour la première fois, sa mère reconnaît implicitement son talent. « Je regrette, tu sais, » continue Sylvie en fixant ses mains. « Pas les affaires. Ça, je savais ce que je faisais. Mais la façon dont je t'ai traité. Cette soirée au Bristol. Tu as voulu me faire taire. J'ai eu peur. Peur que ma petite fille découvre qui j'étais vraiment. J'aurais dû être fière de toi. » Margot sent ses yeux s'embuer. Cette reconnaissance arrive trop tard pour réparer leur relation, mais elle libère quelque chose en elle. Le pardon. Pas pour les crimes, mais pour la mère imparfaite qui n'a jamais su aimer correctement. « Tu vas refaire ta vie ?» demande Sylvie. « Je l'ai déjà faite. » En sortant de prison, Margot respire profondément l'air libre. Lucas l'attend près de leur Twingo d'occasion, les mains dans les poches, patient comme toujours. « Ça va ? » « Oui. » Pour la première fois, vraiment. Ce soir-là, ils organisent une fête pour célébrer le succès de l'exposition. Rien à voir avec le dîner fastueux du Bristol. 8 amis réunis dans leur salon de 25 mètres carrés. Emma, l'équipe de Mediapart, quelques photographes, Madame Ben Ali et son petit-fils. Des gens choisis, pas subis. Chacun a sa chaise autour de la table improvisée. Chacun a sa place dans le cœur de Margot. Lucas lève son verre de vin à 8 € la bouteille, acheté à Monoprix. À Margot, qui a prouvé qu'une seule personne peut changer les choses. « À nous tous », répond-elle. « J'ai appris que la vraie famille, c'est celle qu'on choisit. » Plus tard, quand les invités sont partis, Margot et Lucas s'installent sur leur petit balcon. Paris scintille sous leurs yeux, immense et indifférent. Quelque part dans cette ville, l'ancien appartement familial du 16e abrite maintenant une famille de réfugiés syriens, relogés grâce aux fonds récupérés lors de la liquidation de la Croix. « Tu penses à quoi ?» demande Lucas. « Au parquet du Bristol. J'avais tellement honte cette nuit-là. Maintenant, je réalise que c'était le début de ma vraie vie. » Lucas resserre son étreinte autour d'elle. « Tu regrettes parfois ? » « Jamais. J'ai échangé une famille toxique contre l'amour vrai. Une fortune sale contre un travail qui a du sens. L'argent facile contre la fierté de soi. » Dans le silence parisien, Margot repense à cette phrase cruelle qui a tout changé, « Ce parquet te va à ravir. » Sa mère voulait l'humilier, la rabaisser. Elle a provoqué sa métamorphose. Aujourd'hui, Margot n'a plus peur d'aucun parquet. Qu'il soit celui d'un restaurant chic ou d'un tribunal, d'un plateau télé ou d'une salle de rédaction. Elle a appris la plus belle leçon, on ne tombe vraiment que quand on renonce à ses valeurs. En se levant pour aller se coucher, elle jette un dernier regard sur sa nouvelle vie. Petit appartement mais grand amour. Compte en banque modeste mais conscience tranquille. Elle a tout gagné en perdant sa famille de sang. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Margot rêve de l'avenir.